Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans cette édition de BBC Info, votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de la BBC. On parlera de la Coupe du Monde avec Emmanuel Coste en deuxième partie de journal, mais d'abord les titres. 3 suspects israéliens arrêtés pour le meurtre d'un adolescent palestinien sont passés aux aveux. Le jeune homme a été brûlé vif. Seul et dans le besoin, le sort de beaucoup de retraités en Afrique. Ce thème fait l'objet d'un sommet à Abuja. Un saut dans le vide. Le base jump est un sport à la mode, mais est-il dangereux ? La tension reste vive au Proche-Orient. 3 suspects israéliens arrêtés pour le meurtre d'un adolescent palestinien sont passés aux aveux aujourd'hui, selon les autorités. Pendant ce temps, la nuit dernière, Israël a bombardé la bande de Gaza, faisant 9 morts du côté du Hamas. Ces raids étaient eux-mêmes une riposte à des tirs de roquettes visant Israël. Le point avec Geneviève Sagno. Pendant la nuit, les avions de chasse israéliens ont bombardé des cibles à Gaza, le territoire palestinien contrôlé par le mouvement armé Hamas. Israël dit avoir visé des entrepôts et des sites de tir de roquettes. Un nombre de combattants du Hamas et d'autres groupes ont été tués. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière sur Gaza depuis 2012. Ce matin, une roquette tirée par le Hamas a atterri dans le village israélien de Nirim, proche de Gaza. Au cours des derniers jours, des dizaines de roquettes ont été tirées sur Israël. Nous agissons pour protéger notre population. Nous ciblons les terroristes à Gaza qui tirent ces roquettes et le Hamas doit comprendre que cela doit cesser. Le Hamas promet de venger ses combattants tués dans les derniers bombardements israéliens. Les relations israélo-palestiniennes sont au plus bas. Saeb Erekat, le négociateur en chef palestinien, craint une punition collective. Il a emmené ce matin des diplomates visiter le village palestinien de Nabi Samuel, entouré de colonies juives. Nous constatons dans cette escalade une approche systématique du gouvernement israélien pour nous mener sur la voie de l'effusion de sang, la violence, la contre-violence et le chaos comme en 2002. Signe d'une colère grandissante dans le nord d'Israël, même des jeunes Arabes à la nationalité israélienne se heurtent désormais aux forces de l'ordre. La police kenyane a tiré des gaz lacrymogènes aujourd'hui sur des manifestants de l'opposition dans la capitale Nairobi. Plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies à l'appel du chef de l'opposition Raila Odinga pour protester contre la politique du gouvernement d'Ohuru Kenyatta. Cette manifestation intervient dans un contexte tendu avec une nouvelle attaque meurtrière ce week-end dans la région côtière du Kenya. Fait-il bon vieillir en Afrique ? C'est une des questions posées au sommet international des retraites qui se tient pour la première fois sur le continent, à Abuja, au Nigeria. Alors, quelques chiffres clés. 30 États africains offrent une retraite à leurs citoyens. L'âge minimum du départ à la retraite est de 55 ans, en tout cas dans certains pays. L'âge obligatoire maximum est de 65 ans. Et sachez enfin que l'Afrique du Sud est le pays qui possède la plus large caisse de retraite. Mais trop souvent, retraité rime avec précarité. Exemple avec ce retraité à Dakar, au Sénégal. Il a 70 ans, ses enfants sont loin. Rassa Youssouf l'a rencontré. Moi, je m'appelle Moulay Aïdara. J'ai 70 ans. J'étais un employé du ministère du Commerce. J'ai quitté en 92. J'ai fait départ volontaire et j'ai eu un magasin après. J'étais à Hambourg. On a cambriolé le magasin. Je me suis retrouvé sur le carreau. Madame a demandé le divorce. J'ai essayé de recoller les morceaux. Quand on a cambriolé mon magasin, je me débrouillais, je faisais des trucs. Mais maintenant que j'ai fait un accident, là, je ne peux plus. Depuis mon accident, je marche avec une canne, les journées. Je me réveille le matin, je prends mon petit café. Ensuite, je vais là dans une alimentation, prendre mon petit déjeuner là-bas. Bon, à 13h, je reviens ici pour prier. Après 14h, 14h30, je vais au resto.
Je mange un plat de riz. Mais la pension, elle est minable. Je dirais minable, je dirais pas la somme parce qu'elle est minable. Quoi. Elle ne peut pas me faire vivre pendant un mois, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, je fais avec. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais les autres, ceux qui ont des enfants à nourrir, ceux qui ont de grandes familles, ils ont d'énormes problèmes. Ah non, l'État doit faire quelque chose pour ses agents. Mais l'État ne fait rien. Au contraire, on nous prend encore des impôts. Sur cette misère-là, on prend des impôts. De temps en temps, j'ai des neveux peut-être qui mettent. Des neveux qui mettent. De temps en temps, mais pas un gros truc. Ils vous donnent juste de quoi mettre dans la bouche, quoi, c'est tout. Dans le reste de l'actualité, le pape François a reçu pour la première fois les victimes européennes de prêtres pédophiles. Le souverain pontife s'est longuement entretenu avec chacune de ces victimes et a demandé pardon pour l'attitude de l'Église qui a couvert les crimes commis par des prêtres sur des milliers d'enfants. Les résultats provisoires des élections présidentielles en Afghanistan, l'économiste Ashraf Ghani devance largement son rival Abdullah Abdullah avec 56% des voix. M. Abdullah refuse de reconnaître la validité du scrutin en raison, dit-il, de nombreuses fraudes. Sécurité renforcée pour les vols à destination des États-Unis. À partir d'aujourd'hui, les autorités américaines exigent un contrôle strict des appareils électroniques des passagers. Ceux-ci devront allumer leur appareil et ne seront pas autorisés à bord si l'appareil est déchargé en cause des craintes de bombes dissimulées à l'intérieur des batteries. En RDC, les expulsés de Brazzaville vivent toujours dans des conditions précaires. Plusieurs milliers habitent dans un site de transit au nord de Kinshasa. Il y a 3 mois maintenant, le Congo-Brazzaville lançait une vaste opération pour chasser les ressortissants de RDC sans papier hors de Brazzaville. 130 000 ont été déportés selon l'ONU, entraînant des tensions entre les deux pays. Maud Julien est allé à la rencontre des expulsés. Le récit de Léon Ouedraogo. Bosco est en état de choc. Il explique qu'il y a quelques heures, il a vu son ami se faire tirer dessus par un soldat congolais. Il a donc pris la fuite à bord de ce bateau. Nous sommes de la RDC, nous n'avons aucune valeur dans ce pays. Ils peuvent nous tuer comme ça. Pour eux, ce n'est pas un problème. Comme des centaines de personnes, Bosco a pris tout ce qu'il pouvait avec lui et a embarqué sur ce bateau. Bernici et ses enfants ont vécu à Brazzaville toute leur vie. C'est la première fois qu'ils mettent les pieds à Kinshasa. Ce bus, fourni par le gouvernement, les conduit vers la mairie. Maintenant, c'est à eux de trouver un endroit où vivre. Beaucoup sont ici depuis plusieurs jours, épuisés et en colère. Ils attendent un autre bus qui les emmènera dans un camp. Ici se trouvent les Congolais qui n'ont nulle part où aller. Environ 3000 d'entre eux sont hébergés dans ces tentes fournies par l'ONU. Ils ont droit à de la nourriture et ont accès à des soins de santé. Mais Priscille, 8 ans, a dû quitter l'école. Elle dit qu'elle a fui Brazzaville avec sa maman après qu'un enseignant ait cassé son bras. Il m'avait tapé du bois et il m'avait giflé. Allez, ils sont partis. Il sait que nous sommes les enfants des aéroports. Priscille et sa mère attendent maintenant de trouver un moyen de transport qui les emmènera dans leur village natal, à une centaine de kilomètres d'ici. Mais certains n'ont plus de famille en RDC. Ils sont donc coincés ici. Ils ont peur de retourner à Brazzaville et n'ont aucune idée de ce qui les attend. Sans transition, je vous propose d'ouvrir une page loisirs et d'explorer un sport de montagne de plus en plus populaire, le base jump. Il consiste à se jeter dans le vide, du haut d'une montagne, avant d'ouvrir son parachute. Dangereux, oui, potentiellement, mais ça ne décourage pas les amateurs, comme ici dans les Alpes suisses, reportage de Lalassie. Direction les Alpes, pour profiter du paysage spectaculaire. Que ce soit les randonnées ou l'escalade, il y en a pour tous les goûts. Je suis sur le point de faire un saut de cette falaise. Je vais faire un saut de 730 mètres. Ça va me prendre 20 secondes en chute libre. Et 30 secondes après, j'ouvre mon parachute. 20 000 base jumps se font d'ici chaque année. Les points sont faciles d'accès. En Suisse, le sport est en grande partie non réglementé.
Alors que sauter dans le vide peut être un cauchemar pour certains, pour les fans, c'est une expérience pas comme les autres. Dans certains pays, le base jump est interdit. Suite à une série d'accidents mortels, certains pensent que la Suisse devrait faire de même. Mais pour le service local de secours en montagne, c'est juste un risque parmi d'autres. En 1938, c'était la même chose avec la face nord de l'Eiger dans les Alpes. Nous avons eu la même discussion dans nos vallées. Il devrait être interdit. Vous savez, ces gens sont fous, les sauveteurs sont mis en danger. Et maintenant, nous avons la même chose avec les base jumpers. Nous avons un nombre croissant de sauts, mais le nombre d'accidents n'a pas augmenté. Avec le nombre de sauts susceptibles d'atteindre les 30 000 cette année, il est clair que le sport est très attrayant, peut-être même addictif. Mais personne ne devrait essayer de grimper dans ces montagnes sans formation rigoureuse. Il en va de même pour sauter de ses flancs. Les Alpes sont, comme elles l'ont toujours été, un environnement très dangereux. Et du vertige du base jump à celui de la Coupe du Monde, tout de suite. Avec moi en studio, Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Olivier. On connaît les demi-finalistes, ce sera Pays-Bas, Argentine et Allemagne-Brésil. Si on regarde ces quarts de finale, on peut dire que finalement les favoris ont tous gagné, hein. Ils ont tous géré leur match. Tout à fait. Ils ont très bien géré leur match. Il ne fallait pas être en retard au stade du point de vue des spectateurs. Et l'équipe qui a pris le match à bras-le-corps, si j'ose dire, dans ces quarts de finale, en marquant très tôt, et ça a été très très important, a finalement gagner le match. Hummels à la 12e minute contre la France pour l'Allemagne, Thiago Silva encore plus tôt à la 7e minute pour le Brésil face à la Colombie et Higuaín à la 9e minute pour l'Argentine face à la Belgique. Ils ont pris le match à bras-le-corps en espérant que l'adversaire ne reviendrait plat et c'est ce qui s'est passé. Les seuls qui ont eu chaud, c'était les Hollandais qui eux n'ont pas marqué du tout sauf dans les pénaltys. Dans les perdants, on a vu l'accueil assez chaleureux des supporters de l'équipe de France à leur retour en France. Accueil chaleureux aussi pour les Belges. Les Français et les Belges n'ont pas démérité dans ce mondial. Cet accueil chaleureux s'explique pour deux raisons. D'abord, on ne pouvait pas faire pire qu'il y a 4 ans du point de vue français en Afrique du Sud. Et en plus, l'objectif affiché par Didier Deschamps et le staff français, c'était les quarts de finale. Donc, les Belges comme les Français sont deux équipes relativement inexpérimentées à ce stade de la compétition. Elles n'ont pas démérité. Je pense que le vrai objectif pour les Français, certainement, qui auront d'ailleurs la pression, et les Belges, c'est l'Euro 2016, en France. Emmanuel, on ne peut pas se quitter sans parler bien sûr de ce qui préoccupe tout le Brésil, et c'est la fin de la participation de Neymar à la Coupe du Monde. Ça préoccupe tout le monde, de la présidente brésilienne aux Brésiliens de la rue, la présidente Rousseff qui lui a écrit une lettre, Pelé, qui l'a rassuré en disant « Ne t'en fais pas ». Je me suis blessé à la Coupe du Monde 1962 au Chili, ça n'a pas empêché le Brésil de gagner la Coupe du Monde. Ça va forcer Scolari, le sélectionneur brésilien, à recomposer son équipe. Mais ce n'est pas forcément moins bien pour ça. Emmanuel Coste, merci beaucoup. Sport toujours, le football en deuil. Aujourd'hui, Alfredo Di Stefano est décédé à l'âge de 82 ans. Le légendaire attaquant du Real Madrid avait souffert d'une crise cardiaque samedi. Il était dans le coma depuis. Di Stefano, un Argentin naturalisé espagnol, a marqué plus de 300 buts au Real. Il est considéré comme un des plus grands joueurs de tous les temps. Cyclisme, l'Allemand Martin Kittel a remporté la 3e étape du Tour de France tout à l'heure. Une victoire au sprint à l'ombre de Buckingham Palace à Londres. Le Tour va désormais quitter l'Angleterre pour les routes françaises. Il s'agit de la 2e victoire d'étape de Kittel dans ce Tour. L'Italien Vincenzo Nibali garde le maillot jaune. On se quitte sur des images toujours spectaculaires, celle du lâcher de taureaux à Pamplune, en Espagne. 7 jours de folie, durant lesquels des milliers de participants courent pour échapper aux taureaux. Le festival remonte au XIVe siècle et attire des spectateurs du monde entier. Dès le premier jour déjà, on dénombre 4 blessés. Je me demande si on ne vient pas d'en voir un, là, piétiné par un taureau. Beaucoup d'amateurs de sensations fortes. Très bonne soirée à tous.